Bonjour à tous, je suis Marie-Robert et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui au milieu du pavillon Vendôme pour une exposition, pour faire écho à une exposition lorsque l'âme agit. Et justement, lorsque l'âme agit, aujourd'hui je vais vous parler du thème peut-être central de cette exposition, mais qui est plutôt une sorte de fil conducteur, qui est le terme de magie. Alors évidemment, à peine a-t-on prononcé le mot magie, peut-être que vous avez des images qui vous viennent. Alors pour certains, ce sera des figures du magicien, Merlin l'Enchanteur, Harry Potter. Pour d'autres, ce sera une baguette magique, un lapin qui sort d'un chapeau de forme. On a tous en tête une idée de la magie. Pourtant, dès qu'on commence à essayer de la définir, dès qu'on essaye de cheminer, qu'est-ce que c'est la magie ? Et bien là, tout d'un coup, on s'en mêle un peu. Ça devient de plus en plus délicat. Est-ce que justement, c'est avoir des pouvoirs que d'autres n'ont pas ? Est-ce que c'est jeter des sorts pour transformer la réalité ? Est-ce que c'est pouvoir réaliser tous ses rêves ? Qu'est-ce que c'est que cette chose, cette matière, cette discipline peut-être, que la magie ? C'est la question que nous allons nous poser ensemble aujourd'hui. Alors d'abord, un peu d'étymologie. Car l'étymologie, souvent, nous permet d'avoir des indications sur ce dont on parle. Ce n'est pas uniquement pour plonger dans du jargon, mais c'est pour aller enquêter, tourner autour de ce mot. Le terme magie vient du grec magéria. Et magéria désigne la religion des mages, c'est-à-dire des prêtres qui étaient chargés d'interpréter les songes. Chez un peuple, qui est un peuple qu'on appelle les Médès, les Mèdes, peuple de l'Iran ancien, et chez les Perses. Donc il faut imaginer que chez les Perses et donc chez les Médès, il y avait cette idée d'interpréter les songes. Alors peut-être que vous aurez l'occasion de regarder une autre conférence sur le rêve où je parle un peu plus de l'interprétation justement des rêves, mais il faut imaginer que c'était une habitude, une sorte de tradition au petit matin d'aller voir des personnes spécialisées justement dans l'interprétation de ces rêves. Et ces personnes qui étaient spécialisées dans l'interprétation des rêves, donc par interprétation, c'est comprendre quel est le message en fait autour de ces rêves, eh bien ces personnes donc pratiquaient ce qu'on appelle la magéria, donc la religion des mages. La toute première inscription, la toute première gravure du mot magie date de 515 avant Jésus-Christ. Alors là, je viens de vous parler de la religion des mages, pour l'origine du terme magie. Donc en fait, serait magique celui qui est capable d'interpréter ce qui se passe dans nos esprits la nuit. Et la magie, ce serait peut-être déjà juste ça, mettre un peu d'ordre et un peu de compréhension dans ces étranges mouvements nocturnes. On avance un tout petit peu, chez les Grecs et les Romains, la magie désigne, alors non pas comme chez les Perses et les Médès, cette idée d'interprétation des rêves, mais on n'est pas loin, c'est l'idée un petit peu plus précisément que certains individus ont le pouvoir de produire des phénomènes extraordinaires à travers des sortilèges, à travers des charmes, à travers des évocations. En Occident, au Moyen-Âge, donc pareil, là vous voyez, je fais une très rapide en fait, petite histoire, je fais une très rapide petite histoire de la magie, et on atteint le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, la magie désigne de manière le plus globalement possible l'art de produire des phénomènes considérés comme inexplicables. Alors vous voyez que ce soit, quel que soit l'endroit où on se situe dans notre histoire de la pensée, on retrouve toujours la même idée, l'inexplicable, l'occulte, le secret. Ce qu'on comprend, si on s'arrêtait là, c'est que la magie repose sur l'idée que l'être humain, alors qu'il soit prêtre, qu'il soit mage, qu'il soit magicien, qu'il soit sorcier, on en parlera juste un tout petit peu après, peut influer sur le cours ordinaire des événements. Peut en fait avoir une action sur la réalité. Alors évidemment, ça c'est le premier point, donc avoir une action sur la réalité. Le deuxième point, c'est pas que ça la magie, c'est aussi que tout le monde n'est pas magicien.
Et donc que ces êtres humains qui peuvent avoir une action sur la réalité sont des individus, alors je le disais, peu importe la manière dont on les appelle, on en parlera après, mais en tout cas des individus qui sont des spécialistes, qui ont été formés, qui ont été initiés, qui détiennent un savoir que nous n'avons pas forcément, que le commun des mortels, que l'individu lambda n'a pas. Donc, influer sur le cours ordinaire, avoir été formé, avoir été initié, et en dernier point, en fait, pouvoir décider, et ça ce sera la dernière caractéristique pour commencer sur la magie, pouvoir décider, en fait, de faire de cette action quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Donc voilà un portrait très général de ce qu'est la magie dans les grandes lignes, aussi bien à travers l'histoire que dans sa fonction. Mais au fond, une fois qu'on a dit ça, évidemment on a un peu progressé, mais on a quand même du mal à comprendre ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose de complètement charlatan ou est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Si la magie est si présente dans nos sociétés, et pas seulement aujourd'hui dans cette exposition au pavillon Vendôme, mais aussi à travers les siècles, c'est bien quand même qu'on a l'impression qu'elle existe. Mais alors si elle existe, quelle est-elle? Continuons un peu. Pour essayer de saisir ce qu'est la magie, on va peut-être essayer de la définir négativement, c'est-à-dire de comprendre ce qu'elle n'est pas. Et ça va nous permettre de préciser un peu plus ce qu'elle est. Alors en premier lieu, la magie, c'est différent de la religion. Pourtant, au tout début, en vous parlant de Mageria, j'ai parlé de la religion des sages, en fait, des mages, pardon, j'ai parlé de la religion des mages. Pour autant, la magie n'est pas de la religion. Il y a un très célèbre anthropologue qui s'appelle Marcel Mauss, qui distingue justement la magie de la religion en expliquant que la religion, c'est un culte organisé. Donc, on s'adresse à une divinité, on s'adresse à une divinité transcendante, peu importe quelle est la religion, mais c'est organisé et ça s'adresse à une définition transcendante. Donc, le culte est un ensemble de pratiques avec un personnel spécialisé dans un lieu réservé, qui peut être une mosquée, une église, un temple, une synagogue, peu importe, mais on est dans quelque chose de très suivi et qui peut être suivi par toute la société, par toute une communauté, en tout cas d'individus. La magie, c'est un tout petit peu différent parce que la magie va être moins organisée. Alors, ça ne veut pas dire, comme je le disais, qu'il n'y a pas des rites, mais dans la magie, on retrouve l'idée d'un mystère. On ne va pas tous aller pratiquer de la magie au même endroit, au même moment. Il y a l'idée vraiment que ça ne correspond pas à quelque chose déjà qu'on transmet, mais sous le secret, confusément, qui ne va pas être affiché en fait sur la place publique. Et donc en fait, la magie va être de l'ordre, à la différence de la prière, à la différence de la prière ou d'un culte, va être de l'ordre où chacun va pouvoir en fait, selon l'endroit et le lieu où il se situe, la pratiquer un peu différemment. Et non seulement ce n'est pas un culte organisé, mais ça ne s'adresse pas non plus à une divinité. Donc la finalité de la magie n'est pas forcément être reliée avec l'invisible. On va voir qu'il y a des applications très concrètes de la magie qui n'ont strictement rien à voir avec une quelconque forme de divinité ou de dieu quelconque. Donc la magie n'est pas organisée comme la religion, ne s'adresse pas à une transcendance ni à un divin. Mais la magie n'est pas non plus, et pourtant on a tendance parfois à confondre des termes, la magie n'est pas non plus de la sorcellerie. Pour quelle raison? Alors magie et sorcellerie forment souvent un couple assez indissociable, déjà dans nos têtes c'est lié, mais la sorcellerie c'est une magie maléfique. C'est-à-dire que la sorcellerie est tournée vers en fait une forte ambivalence morale. Or, la magie, au contraire, la grande affaire de la magie, et tous les anthropologues et tous ceux qui ont étudié le processus de la magie le montrent bien, c'est au contraire, le magicien est avant tout un contre-sorcier. C'est-à-dire que le magicien est celui qui va essayer de combattre la sorcellerie, de combattre les forces obscures. Donc la magie est une puissance qui peut servir plutôt, qui sert plutôt à faire le bien,
Alors que la sorcellerie, et alors là je vous laisse découvrir, si cette question vous intéresse, un anthropologue qui s'appelle Evans Pritchard qui dit la sorcellerie en fait c'est un mode d'explication du malheur, alors que la magie serait un mode d'explication du bonheur. Et on va revenir sur cette question. Donc, pas de culte organisé comme dans la religion, pas de pensée maléfique comme dans la sorcellerie. On commence à voir un petit peu émerger les contours de notre magie. Mais il faut, avant vraiment de rentrer dans ce qu'elle peut être, puisque là nous sommes dans ce qu'elle n'est pas, dégager une dernière acceptation, c'est que malgré tout ce que je viens de dire, même si la magie n'est pas tournée vers le mal, mais au contraire plutôt tournée vers le bien, la magie n'est pas non plus une science. C'est-à-dire qu'en fait, la magie ne répond pas à une causalité scientifique. On a beau essayer d'expliquer un phénomène magique en lui donnant des termes plus ou moins construits, ben non, la magie en fait ne répond à aucune explication scientifique. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle crée, pour ceux du moins en tout cas qui croient à la magie, une sorte de causalité magique. Alors les éléments peuvent se transformer, les portes peuvent se mettre à claquer, peu importe, mais en tout cas, on n'essaye même pas, et c'est ça peut-être qui est encore plus intéressant, on n'essaye même pas en fait d'expliquer le phénomène rationnellement. Parce que si on essaye de l'expliquer scientifiquement, non seulement on va se retrouver confronté à des impasses, mais surtout, est-ce que c'est ça qui est pertinent? Est-ce qu'expliquer la magie serait pertinent? Est-ce que, et là pour être complètement trivial, mais pour vous donner un exemple concret, on a tous assisté à des tours de magie, et une fois en fait qu'on découvre quelle est l'astuce du magicien, on est en fait très souvent déçu parce qu'on n'a plus justement accès à cet émerveillement. Donc donner une grille d'explication à la magie, non seulement la plupart du temps c'est impossible, mais en plus peut-être que ça nous fait perdre ce que la magie va avoir d'intéressant dans nos vies. Pas science, pas religion, pas sorcellerie, mais que reste-t-il dans ce cas? Eh bien, ce qu'il faut retenir, et peut-être, alors bien sûr, les frontières sont poreuses dans ces trois domaines, mais peut-être que ce qu'il faut retenir de la magie, c'est en tout cas qu'elle existe. Alors, sous quelles conditions, de quelle façon, comment? Eh bien, c'est là où on ne va pas forcément aller voir des magiciens pour essayer d'explorer cette question ensemble, mais on va se tourner du côté des anthropologues. Pourquoi des anthropologues? Les anthropologues, ce sont des hommes dont le métier est aller d'étudier justement la manière dont les hommes vivent, dans d'autres cultures, dans d'autres lieux. Et les anthropologues vont aller dans des territoires où la magie est présente, c'est-à-dire n'est pas quelque chose d'un peu insolite ou d'un peu folklorique comme ça peut l'être aujourd'hui dans notre société actuelle, mais des endroits où la magie est présente et permet en fait, est un ciment aussi de la société. Et à dénoncer, comme je l'ai fait d'emblée, la magie comme une erreur scientifique, on perd justement cet intérêt et cet émerveillement. Et donc il y a un sociologue, un anthropologue, et donc il y a un anthropologue, un autre, alors qui n'est pas Marcel Mauss, qui n'est pas Evans Pritchard, mais qui s'appelle Bronisław Malinowski, qui va aller observer, qui va aller étudier des hommes vivant dans l'océan Pacifique, en Mélanésie, dans les îles de Trobriand. Et donc dans les îles de Trobriand, la magie, et ça c'est absolument fascinant, se définit avant tout comme une attitude pragmatique. Donc on est très loin de nos baguettes magiques, de nos lapins qui sortent du chapeau et d'Harry Potter. Au contraire, la magie apparaît, pour ces hommes en Mélanésie, comme un mode d'action qui permet d'avoir un impact sur le réel. Et rappelez-vous, c'était une de nos définitions de la magie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la magie permet d'avoir une influence sur le monde, et je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Donc c'est cette ethnie de Papouasie, donc les Trobriandais, profèrent des incantations pour faire pousser leur jardin. Donc là, on est dans un impact très concret. Et ce rite magique, donc ces incantations, donc on est dans des paroles, comme dans des formules magiques, ces incantations s'accompagnent de gestes techniques pour faire pousser les ignames. Donc on fait du bouturage, comme dans n'importe quelle plantation, mais on l'accompagne d'incantations. Et en fait, pour cette tribu de Papouasie, ce qu'on va appeler l'horticulture, donc ce qu'on va vraiment appeler ce qu'ils sont en train de faire, c'est l'association
de gestes techniques et d'incantations. Donc la magie est totalement intégrée en fait à leurs gestes, à leur manière de faire, à leur pratique. Et donc il ne leur viendrait même pas à l'esprit de faire juste les incantations en attendant que ça pousse, ni de faire juste du bouturage, de l'essertage, enfin des travaux de jardinage sans incantation. Pour eux, il y a vraiment l'idée que les deux sont reliés et que l'élan qu'on met dans les incantations participe en fait tout autant à la culture des ignames qu'aux gestes auxquels ils sont liés. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'idée et ce regard anthropologique, donc déjà montre la place de la magie dans des sociétés, mais surtout, il y a une deuxième fonction qui est peut-être encore plus intéressante, alors même si celle que je viens de vous raconter fait sourire, mais une fonction qui est encore plus intéressante, c'est l'idée aussi que la magie, alors non seulement dans l'horticulture, mais je vais vous donner un autre cas de figure, est aussi utile pour nous délivrer de nos angoisses. C'est-à-dire que la magie, dans ces sociétés, et dans cette tribu en l'occurrence, a aussi une fonction sociale. Et cette fonction sociale, c'est de délivrer l'homme, en fait, des angoisses qui sont suscitées par des actions dont le succès est un peu incertain. Par exemple, il y a les pêcheurs, donc là on quitte le jardinage pour aller pêche en haute mer. Ces pêcheurs trobriandais accomplissent toujours une série de rites magiques lorsqu'ils vont pêcher en haute mer, mais pas lorsqu'ils vont pêcher dans le lagon. À votre avis, pourquoi ? Eh bien parce que la pêche en haute mer est plus dangereuse que la pêche dans le lagon. Et donc là, la magie, les incantations et les rites magiques, eh bien tout d'un coup permettent en fait de rassurer, sont un moyen en fait de se sentir protégé, renforcent en fait la conviction qu'il y a certes une menace, mais qu'il faut ritualiser l'optimisme pour se donner le courage d'y aller. Alors ici, ça ressemble certes à de la superstition, mais en même temps, c'est ce qui permet de lier en fait la société, c'est ce qui permet de dépasser nos peurs. Et là, on est dans quelque chose qui, si on devait le traduire dans un vocabulaire un peu différent et un vocabulaire plus proche de la psychologie, ce serait en fait une action compensatrice. La magie vient compenser ce vertige dans le ventre en se disant mais est-ce qu'on va réussir ? Est-ce qu'on va réussir à pêcher ? Est-ce que le bateau va pas couler ? Est-ce qu'il va pas nous arriver quelque chose ? Eh bien, tout ce rite magique va être un accompagnement qui permet à l'angoisse, en fait, qui permet de ne pas être paralysé par l'angoisse et de ne pas se retrouver en situation totale d'impuissance. Et donc la magie ici, vous voyez, est très différente d'une explication juste de phénomène, de pouvoir, où effectivement la magie ici change la réalité. Mais pourquoi elle la change ? Parce qu'elle change l'action de l'homme. Et donc aller voir un magicien, recevoir ce rite, être accompagné par ces incantations, eh bien ça change le monde parce que ça change la manière dont nous le percevons et ça change les actions que nous sommes capables de faire ou non. Ça va focaliser en fait l'attention des pêcheurs sur autre chose que leur peur. Donc ici, on est évidemment dans une efficacité qui est une efficacité symbolique. C'est-à-dire qu'on peut faire la différence entre une efficacité instrumentale qui vise vraiment quelque chose de pragmatique et une efficacité symbolique qui vise juste en fait l'idée d'être une efficacité détournée. Et détournée pourquoi ? Parce que ça nous donne du courage. Donc voilà ici peut-être une manière de comprendre un peu plus ce qu'est la magie. Pour un dernier volet, on pourrait continuer et aller se balader d'ethnie en ethnie, mais je crois que vous avez saisi cette idée en fait, c'est que la particularité de la magie, contrairement peut-être à l'idée qu'on en avait en commençant l'intervention, c'est que la particularité de la magie, c'est qu'elle passe souvent par une série de gestes ou par le langage. Et que le fait même en fait de réaliser ces gestes, et que le fait même de prononcer ces paroles, eh bien, nous mettent déjà en fait en mouvement, nous mettent déjà en action. Et finalement, ce qu'on appelle l'incantation, donc l'incantation, c'est la formule magique, c'est un acte qui, en fait, le fait même de l'énoncer, agit déjà, nous fait déjà sentir dans un état. C'est ce qu'on appelle en philo, alors c'est pas du tout pour jargonner, mais c'est ce qu'on appelle en philosophie un acte illocutoire. À partir du moment où on le dit, il agit.
Un acte illocutoire le plus classique, c'est « je vous marie ». À partir du moment où quelqu'un dit « je vous marie », eh bien, et que, hop, vous allez ensuite signer le registre, vous allez être marié. Et ainsi de suite. Eh bien, la magie, c'est pareil, c'est un acte illocutoire. C'est-à-dire, à partir du moment où on le prononce, déjà, quelque chose en nous se transforme. Et c'est peut-être de cette façon-là que ça transforme le monde. Donc, ce qu'on peut appeler le rite magique, en tout cas dans les sociétés où la magie est vraiment présente, alors pas de manière organisée, je l'ai bien expliqué puisque c'est différent de la religion, mais là où elle est présente, où elle est importante, où elle a une place, le rite magique, c'est vraiment la parole plus des gestes. Et c'est ça qui donne l'efficacité symbolique. Donc, et peut-être c'est ce point le plus délicat, la magie, c'est pas une attente passive. C'est pas espérer que tout d'un coup, en restant assis, le monde va se transformer, mais c'est juste peut-être un élan, un émerveillement. Et de ce point de vue-là, on se rend compte, et on aura fait le tour de notre propos, que l'art peut aussi avoir une fonction magique. Parce que l'art, en mettant tout d'un coup le doigt sur quelque chose, sur un émerveillement, eh bien, peut aussi nous permettre en fait cette évasion d'un instant, nous donner cette forme de courage. Alors que ce soit un paragraphe d'un roman, que ce soit la contemplation d'un tableau, que ce soit écouter une musique avant un rendez-vous important, avant quelque chose qui nous fait peur, eh bien, tous ces petits gestes, ça va nous permettre en fait de surmonter notre propre peur. Et de ce point de vue-là, je vous souhaite beaucoup de magie dans votre vie, si la magie, ainsi comprise, est cette capacité à dépasser et à se mettre en mouvement. Et comme le dit si bien l'auteur Paul Valéry, le vent se lève, il faut tenter de vivre. Et avec un peu de magie, c'est encore mieux.